Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des vidéos sur le communisme, notre ennemi, que je suis apparemment le seul à dénoncer comme tel. On se demande bien pourquoi, parce qu'il est partout. Euh, voilà, je fais des vidéos réservées pour des souscripteurs qui me soutiennent financièrement et qui montent pour cela en compétences. Donc vous trouverez dans la description toutes les informations à ce sujet et au sujet de mes livres. Voilà. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques sur l'actualité ou sur quelque chose qui m'a frappé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'humour en politique, parce que j'ai constaté depuis longtemps que la punchline était devenue le standard de la politique, en tout cas dans les milieux dits dissidents. Alors, ça depuis Soral, évidemment, qui a été le maître du logos, comme il s'est appelé lui-même. En fait, c'était le maître de la punchline, c'est-à-dire qu'il faisait passer ses idées communistes débiles avec de la vaseline humoristique. Et les gens ont gobé, voilà, parce que les gens, ils aiment bien être manipulés. Hein, on le sait depuis le livre Propaganda de Bernays, et même bien avant, avec les religions, etc., qui ont instrumentalisé la notion de libre arbitre, notamment. Voilà. Et bien là, on a retrouvé cette technique de manipulation chez tous les héritiers de Soral depuis. Alors, vous regardez bien, hein, ils utilisent tous l'humour. Alors, on peut utiliser l'humour de temps en temps, vous voyez, comme ça, on peut faire un jeu de mots. Mais eux en usent et en abusent. Donc Soral, c'était le premier, mais après, vous avez les Papacito, qui a construit sa carrière là-dessus, sur des bons mots, souvent très vulgaires, très grossiers, très violents, à tendance enfin voilà, toutes les tendances négatives et péjoratives, je vous citerai quelques exemples tout à l'heure qui m'ont marqué, y compris sur la Chine donc, dont il faut rigoler, hein, bien sûr. Ils viennent de tuer 95 000 Français avec leur virus à la con, mais il faut rigoler de la Chine. Mais Conversano joue sur les mêmes leviers, puisque lui aussi il rigole, hein, Conversano. C'est un clown, il le dit lui-même. Ah, mais moi je suis un clown sérieux ou un clown qui fait de la politique ou je sais pas quoi. Tout comme Tabibian d'ailleurs, hein, le seul qui a fait censurer ma vidéo. J'ai fait une quarantaine de vidéos sur ces gens-là, de la dissidence, soi-disant. C'est le seul à avoir fait censurer ma vidéo sur lui. Et il se dit pour la liberté d'expression. En fait, c'est un stalinien qui est l'ami proche d'une robespierriste. Donc en fait, c'est les Pierre Cassin et Christine Tazin, avec Tatiana Ventose évidemment. Hein, c'est d'elle dont je parle, la robespierriste. Donc c'est des Pierre Cassin et Christine Tazin avec 30 ans de moins. Donc ça, c'est pas une bénédiction, hein, qu'on a eue là. Mais Tabibian, alors lui, c'est carrément le clown assumé, vous voyez. Il fait des blagues, c'est blague sur blague, et il se prétend politicien aussi, c'est-à-dire qu'il prétend éclairer les foules de son avis. Et alors quand il parle sérieusement, là, il devient très chiant, évidemment. C'est ça le problème de ces gens-là, c'est que comme ce qu'ils disent n'a absolument aucun intérêt et est faux, radicalement, de A à Z, eh bien, ils sont obligés quasiment, hein, de faire de l'humour pour que les gens daignent les écouter un peu. Et le problème, c'est que comme l'humour attire beaucoup, vous regardez les audiences, par exemple, des radios le matin pour écouter Laurent Gérard ou les autres humoristes, c'est les meilleures audiences de la journée quasiment. Et donc, les Tabibians, les Rougeron aussi, là, ils viennent de faire une vidéo tous les deux, c'est ça qui m'y fait un peu penser, parce que 95% de ce qu'ils ont dit, c'était des blagues. Voilà. Ils se sont échangés des blagues, où ils riaient très fort d'ailleurs, à leurs propres blagues. Oh, qu'est-ce que c'est drôle ce que tu as dit. Ah, ah, De Gaulle, comment tu as dit déjà? Bon. Et ces gens-là se croient très intelligents parce qu'ils font des punchlines, ils font des blagues. Alors là, c'est un peu une inversion du réel, hein. Je rappelle, par exemple, si on se projette dans la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on est aujourd'hui, je prétends, dans la Troisième Guerre mondiale, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était qui riait tout le temps? Est-ce que c'était les résistants ou est-ce que c'était les collabos? Ça, c'est pas difficile à vérifier, hein. C'était les collabos qui rigolaient tout le temps parce que d'une part, eh bien, ils étaient au pouvoir. Donc quand on est au pouvoir, on rigole. Et ils allaient, par exemple, au spectacle organisé par les Allemands, donné par Sartre ou les autres collabos, vous voyez, et tous les acteurs qui collaboraient, parce qu'ils ont été très peu
à résister. On peut citer Jean Gabin, par exemple, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, pendant que des Jean Gabin résistaient sérieusement, ou même des Pierre Dac, vous voyez, alors Pierre Dac, c'est typique, ça c'est un humoriste, mais à la BBC, où il avait une émission, il était sérieux. Et je finirai cette vidéo par un extrait qui est fameux, où il répondait au collabo Henriot. Voilà. Donc vous verrez ce qu'est un humoriste qui est sérieux. Voilà. Parce que dans la résistance, on était sérieux. Voilà. Mais dans la collaboration, on rigolait. Eh ben, du pain des jeux d'un côté et libérer le pays de l'autre. C'était ça les priorités, donc c'est pas étonnant. Voilà. Quand on a pour objectif de libérer le pays de l'occupant, on rigole pas. Voilà. Ou on rigole peu. On peut évidemment, comme je l'ai dit, de temps en temps faire un jeu de mots. Ça a pu m'arriver d'ailleurs. C'est pas un crime. Mais quand ça devient la règle et non l'exception, là c'est un problème. Parce que la forme prend le pas sur le fond. Parce que qu'est-ce que vous croyez que l'humour fait? Est-ce que ça aide à réfléchir et à prendre conscience de la gravité de la situation? Je ne pense pas. C'est un manque de solennité déjà, vu la gravité de la situation, et on le constate chaque jour un peu plus, qu'on plonge dans la guerre la plus totale. Il y a des gens qui meurent au front ukrainien en ce moment des deux côtés. Vous avez des familles qui sont décimées. Ça va avoir des conséquences sur des décennies, comme toutes les guerres en général, mais là, c'est une guerre mondiale. Et donc, elle va s'élargir. Et donc, je ne vois pas comment on peut faire de l'humour par rapport à ça. Moi, ça me dépasse, vous voyez. Et alors, on a d'un côté l'humour et de l'autre, dans cette société du spectacle, là, effectivement, on a Federer et Nadal qui pleurent à chaudes larmes parce que Federer prend sa retraite, vous voyez. Et ces images, elles font le tour du monde. Et moi, j'ai fait un tweet qui a choqué beaucoup de monde. Comment, Jean Robin, tu peux dire que Federer et Nadal ne sont pas à la hauteur des événements? Ben non, ils le sont pas. Et là, on passe de l'humour aux larmes, mais c'est le même spectacle. Ce n'est pas sérieux. Voilà. On est en guerre, notre ennemi nous décime, notre ennemi est en train de refermer ses griffes sur nous, et nous, on rigole. Non mais franchement, vous êtes sérieux là? Donc, l'humour dont on use et on abuse est un échappatoire et une manipulation des foules. Voilà. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve les mêmes guignols qui méritent bien leur nom, qui sont de l'opposition contrôlée et qui font marrer les Français pour mieux leur faire oublier la réalité. Voilà. Parce qu'un bon mot, ça peut être drôle en effet, mais c'est souvent faux. D'accord? Donc là, je peux vous citer par exemple Papacito. Voilà ce qu'il a dit sur Spoutnik le 12 mars 2021. Un peu de retour au réel, que tous les gens qui sont un peu hors sol se remettent à gratter le sol. C'est ce qu'a fait Mao avec les profs chinois. Donc là, apologie ouverte de Mao. Je rappelle que Macron se dit maoïste, donc il est exactement sur la ligne présidentielle, mais il se dit contre le président. Ah bon? Il les a envoyés à la campagne prendre l'air un peu. Ils ont gratté la terre et ils ont un petit peu moins parlé de philosophie et un peu plus de choses concrètes. Il nous faut des choses comme ça, dit-il sur un ton badin et humoristique, alors que là, on parle d'un génocide, potentiellement, d'un crime contre l'humanité. Il y a des millions de gens qui sont morts à cause de ça. Mais lui, il en parle comme quelque chose déjà de positif, qu'il faudrait refaire, et c'est un modèle quasiment Mao. Voilà, il faut envoyer les profs à la campagne, et gratter la terre, vous voyez. Mais ça, Papacito, il est adulé, adoré par tout un tas de gens. Chacune de ses vidéos fait des centaines de milliers de vues. Alors, vous avez un autre exemple, Stéphane Edouard, dans un autre domaine, mais toujours sur la Chine. Les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km/h et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire. Fin de citation. Donc Stéphane Edouard, lui, fait un humour d'un autre genre, mais ça reste un humour. C'est-à-dire que on va essayer de vous faire passer là l'idée que les Chinois sont des gens plus évolués que nous, qu'ils ne nous volent pas, ils ne nous copient pas, ils ne font pas des contrefaçons. Là, par exemple, les douaniers européens viennent de récupérer 16 millions de jouets contrefaits, une majorité évidemment chinois, mais Stéphane Edouard, pour lui, non, c'est les Chinois qui construisent des trains qui vont à 620 km/h, vous voyez? Et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire.
Donc Stéphane Edouard, là, inverse complètement la réalité. La réalité, c'est que l'Occident innove, crée, et la Chine copie, d'accord? Donc c'est ce qu'ils ont fait avec les trains, comme avec le nucléaire, comme avec le P4, comme avec tout, en fait. Mais Stéphane Edouard, avec son humour à deux balles, que vous retrouvez dans ses vidéos en général, eh bien, il va inverser cette réalité et les gens vont se dire ah ouais, c'est vrai que nous on a des étudiants à cheveux bleus, ah, 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 bah vraiment on est nuls. Et donc il va démoraliser, c'est très vicieux, vous voyez, il va démoraliser la population en disant nous sommes vraiment des nuls, nous sommes des incapables, nous sommes alors évidemment il faut dénoncer le gauchisme, mais là il dénonce pas le gauchisme, en fait il dénonce l'Occident, vous voyez. Et là on est dans une phase où c'est très facile de confondre la dénonciation légitime du pouvoir décadent, mais parce qu'il est lui-même communiste ou néo-marxiste, et la dénonciation de l'Occident, qui est, elle, illégitime, et qui rejoint en fait celle de nos ennemis. Ce sont nos ennemis qui dénoncent l'Occident. La Russie et la Chine dénoncent l'Occident matin, midi et soir, comme tous leurs alliés islamiques d'ailleurs. Donc là, vous voyez la manipulation pour faire passer. Et là, je ne peux pas vous le dire avec des punchlines ou avec des bons mots. Parce que d'une part, si je me concentre sur des bons mots ou des punchlines, je me concentre plus sur le fond. Voilà, c'est un choix. Il faut choisir dans la vie. On a soit le fond, soit la forme. Généralement, on n'a pas les deux. Et quand on a les deux, il faut voir. Coluche, c'est vrai, il y avait le fond et la forme, mais c'est très très rare. Et puis, il n'était pas parfait non plus, Coluche. Mais c'est vrai que je le cite souvent, parce que lui, il avait l'art de la punchline, mais lui, il était anticommuniste. Vous voyez, il a dénoncé le communisme dans beaucoup de ses sketchs. Il a dénoncé le pouvoir réellement, et il en est mort. D'accord? Parce qu'il ne faut pas me faire croire que c'était un accident. J'ai bien creusé l'histoire. Il est mort la même année que Balavoine et que Leluron, en 86, quand Mitterrand était au pouvoir, et Mitterrand, il ne voulait pas de contestation de son pouvoir. Voilà, donc il les a tués, il les a fait tuer, il s'est débrouillé pour que les trois artistes les plus euh, populaires de l'époque et qui critiquaient son pouvoir, et notamment le communisme, parce qu'on le sait peu, mais Balavoine a critiqué le communisme, il a fait un album entier pour dénoncer le communisme, s'appelait Correspondance, ou non, ça c'était le nom d'une chanson, mais enfin, voilà, tiré de son album. Et le Luron chantait L'emmerdant, c'est la rose. Voilà, donc une humiliation en public de Mitterrand en direct, c'était pas prévu. Donc ces gens-là se sont retrouvés sous un camion où l'hélicoptère écrasé au Sahel, où on peut pas faire d'enquête, ou bien ont une maladie très bizarre qui se déclenche très vite. Bon, donc, et voilà, mais on va me dire complotiste à cause de ça, mais moi je connais les communistes, justement, je les ai bien étudiés, et je vois comment ils agissent avec leurs ennemis, ceux qui les dérangent vraiment. Voilà. Donc, tous ces gens-là font des centaines de milliers de vues, hein, tous ceux que j'ai cités, mais ils ne dérangent pas, puisqu'ils sont souvent cités dans la presse. Quand on dérange, comme moi, on n'est pas cité dans la presse. Moi, je ne suis jamais cité dans la presse. Jamais. Vous pouvez bien voir que même quand je passe sur un plateau de télé où tout le monde me voit 10 millions de vues hein, sur Canal+, et tous les articles qui en ont parlé après, 80 articles, eh bien mon nom n'était pas cité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire de la publicité à Jean Robin. Même eux, les dissidents eux-mêmes, hein, quand ils parlent de moi, ils ne me citent pas. C'est très marrant ça, pour le coup. Voilà. Donc, on voit bien la différence, parce qu'un Conversano, un Papacito, même un Juvin Brunet, le gars lance une initiative débile et il a un article dans Libération et dans BFM TV. Depuis quand on a vu ça? Nous, on a organisé la résistance française, anti-parti communiste chinois et anti-communiste en général. On a organisé PCC Dégage avec des dizaines et des dizaines de personnes. On a collé des milliers de visuels dans toute la France. On a un site qui en atteste, puisque j'ai demandé aux gens de prendre des photos et me les envoyer. On a plus de 2000 visuels collés dans plus de 1300 villes françaises. Aucun média n'en a parlé. Parce que ça, c'est sérieux. Ça reproduit ce qu'avait fait la résistance en 40, en distribuant des tracts à la population, en affichant que la résistance existe et que le peuple ne doit pas perdre espoir, et désigner le bon ennemi. Voilà. En 40, c'était pas facile de désigner l'Allemagne nazie parce que vous aviez ce grand homme Pétain
qui étaient du côté des nazis. Voilà. Donc, aujourd'hui, le contexte est un peu différent, mais vous avez des troubadours, là, modernes, des guignols, des clowns, qui ont pour but de faire diversion du communisme, et d'ailleurs, le mot communisme n'est jamais utilisé. Hein. Même Philippe Fabry, avec lequel j'ai débattu, n'utilise jamais le mot communiste. Et vous avez vu si vous regardez le débat, vous avez vu à quel point il est difficile de lui faire admettre que Mao, que Lénine, que Marx même, étaient communistes. Et donc Xi Jinping, dont c'est les influences principales, est communiste aussi. Et Philippe Fabry utilise aussi, mais c'est vrai, à dose plus limitée, l'humour. Voilà. Donc là, ça peut passer, vous voyez. Fabry est quelqu'un de plus logique, de plus rationnel. Il est moins débile que tous ceux que j'ai cités là. Et donc, c'est déjà plus appréciable d'avoir un peu d'humour comme ça. Moi, ça me dérange pas. Par contre, tous les autres, alors là, c'est vraiment insupportable au bout d'un moment. Et vous devriez vous en rendre compte, vous qui les regardez, si vous les regardez. Ce sont des clowns. Et ils se prétendent les défenseurs du peuple français. Est-ce que ces gens-là pourraient arriver à la tête de notre pays demain? Et qu'est-ce que notre pays deviendrait si un Papacito, un Conversano ou un Tabibian ou un Rougeron commençait à le diriger? Bon, je vous laisse imaginer, mais c'est plutôt un cauchemar. Hein. Je pense qu'il serait capable de faire pire que Macron, en fait. Donc voilà, c'est mon coup de gueule de ce matin. Je me réveille et je tombe sur une vidéo qui me rappelle encore que mes compatriotes sont très facilement manipulables, parce que, encore une fois, leurs vidéos sont vues des centaines de milliers de fois, voire des millions de fois. Et l'humour n'est pas pour rien dans cette histoire. Voilà. Donc moi, j'en resterai, je vous le dis tout de suite, euh, au sérieux, ce qui m'empêchera pas de faire des jeux de mots de temps en temps, mais le sérieux doit prévaloir si on veut être pris au sérieux déjà. Et donc, je vous laisse avec cet extrait de Pierre Dac à la BBC en 1944, où il répondait à Herriot, ou Henriot, je ne sais plus, le collaborateur, et vous allez voir sur quel ton cet humoriste lui adressait la parole. Voilà, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre. Au revoir. Dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, où vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français.
Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.